Un drame a peut-être été évité de peu tout près d'une garderie à Loretteville. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Hier après-midi, à peu près à cette heure-ci, il y avait une intervention policière majeure du côté de Loretteville et ça semait les mois. C'était tout près d'une garderie. C'était un homme en crise. Ça a demandé l'intervention du groupe tactique du SPVQ. Félix-Antoine est retourné sur place aujourd'hui. Félix, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui s'est passé? Bien, vous pouvez voir, tout juste derrière moi, le bloc où habitait l'homme tout près de la rue Racine, dans le secteur de Loretteville, comme tu l'as dit, Jean-Simon. On a pu parler à quelques résidents du secteur qui nous en ont parlé et on comprend que l'intervention policière, elle a été rapide et elle a été intensive. D'une minute à l'autre, la présence policière qui s'est présentée a bloqué les rues avoisinantes pour s'assurer de garder sécuritairement le tout. L'homme en crise qui était possiblement armé, à ce moment-là, on n'en était pas certain. Les policiers qui sont entrés par le côté du bâtiment, selon ce qu'on nous a raconté de la part d'une résidente pour intervenir. L'homme qui est décédé, son décès qui a été constaté après un tir de policier lorsqu'il a été transporté au centre hospitalier. Une des résidentes à qui on a pu parler, qui n'a pas voulu être identifiée, mais qui a accepté de parler à la caméra tout de même, nous a parlé de cet homme qui était quand même bien connu dans le secteur. Bien, c'était un monsieur tranquille, faisait toutes ses commissions à pied, pas d'auto, rien. Et puis, c'est lui qui avait la garde du bloc quand les personnes âgées ont été évacuées. Fait que, non, il était tranquille. Il est même venu cogner à la porte une fois qu'on n'avait plus de Vidéotron, ça. Puis, il m'a dit merci, puis il était très poli, puis il est reparti. Mais c'est pas un monsieur qui était baudrant. C'était pas un voisin baudrant, rien, là. On voyait que c'était un peu de psy, là. Ça, c'était quand même voyable à l'œil, là. Ce qui est dérangeant, Félix-Antoine, tu le sais, je suis papa de 2 petits-enfants qui vont dans une garderie. Là, ça s'est passé, tout ça, tout près d'une garderie. Oui, bien là, comme tu vois, on est devant le bloc. 3e étage, complètement à la droite, c'était l'appartement de l'homme en question. Et hop, je me tourne. On est devant la garderie des Petits Lutins dans le même secteur. Donc, évidemment, tout juste à côté, le SPVQ qui a complètement barricadé les enfants. On a pu parler à quelques parents rapidement qui nous ont expliqué qu'ils ont dû attendre quelques heures de pouvoir récupérer leurs enfants. Il y a un camion barricadé qui s'est placé tout juste là, selon ce qu'on nous explique, pour s'assurer de la sécurité des enfants. Et évidemment, pour les résidents du secteur, même si la résidente en question à qui on a parlé n'avait pas d'enfants ici, ça a ajouté un stress supplémentaire à tout l'événement. J'ai des petits-enfants, j'ai gardé des enfants après ma retraite de l'hôpital, tu sais, tous mes petits-enfants, je les ai gardés. Puis même si c'est pas nos enfants, on est inquiets, hein, parce que c'est tous des grands plaies de glace, puis, tu sais, je veux dire, le monsieur était complètement déconnecté, là. Tu sais, as-tu pris ses médicaments? Y-tu eu peut-être pas eu moyen d'y prendre? Il y a quelque chose qui l'a fait déconnecter complètement. Mais c'est triste, tu sais, on trouve ça triste, par exemple. L'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes qui va se poursuivre. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Au plaisir. Maintenant, il y a près de 2 ans, il y a un adolescent de 14 ans qui avait été retrouvé mort, pas loin du repère lié aux Hells Angels à Frampton. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, à l'époque, ça avait fait beaucoup réagir. On était en plein conflit armé entre les motards et les gangs de rue. Caroline, l'enquête a finalement permis l'arrestation d'autres individus. Oui, tout à fait, pour cette histoire qui, je vous rappelle, remonte au 16 septembre 2024. Et donc, à ce moment-là, l'adolescent, de ce qu'on comprenait, là, était parti de Montréal avec un autre adolescent sous l'influence de gangs de rue de la région là-bas pour aller s'en prendre directement au repère des Hells Angels à Frampton. Et donc, évidemment, là, on l'a retrouvé décédé. On a retrouvé également des armes dans un véhicule qui a été trouvé incendié à peu près 1 kilomètre de là. Et ça avait fait, tu l'avais dit, là, beaucoup réagir à l'Assemblée nationale, même sur l'influence des gangs de rue envers les jeunes. Et là, aujourd'hui, l'enquête qui, évidemment, a débouché jusqu'à l'arrestation ce matin de 2 personnes. Arrestation d'abord du côté de Valleyfield et une autre ici à Québec. En même temps, la police confirme qu'il y a des accusations qui ont été portées contre un adolescent de 16 ans qui a comparu au tribunal de la jeunesse en mars dernier pour des accusations d'entrave, d'incendie criminel également, de bâtiments et de véhicules. Je vous laisse entendre la procureure.
C'est la division des enquêtes sur les meurtres et disparitions liés au crime organisé qui a procédé à l'arrestation de 2 individus en lien avec ce dossier-là. Donc, c'est Dawson Cyr Léveillé, 24 ans, qui a été arrêté dans le secteur de Valleyfield. Il y a un autre individu âgé de 30 ans qui a également été arrêté dans ce dossier-là. Lui est déjà détenu à l'établissement de détention de Québec, donc son dossier va être soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est sûr que là, on n'a pas de chef d'accusation directement de meurtre dans ce que je viens de nommer. Par contre, les chefs d'accusation sont liés à des événements qui ont eu lieu justement cette journée-là. Oui, ça, c'est les détails de la porte-parole de la Sûreté du Québec. Caroline, est-ce qu'on a une idée du lien qui unit ces personnes-là et le jeune qui est mort? Bien, justement, concernant la Sûreté du Québec, on ne s'avance pas sur le lien exact. On comprend que les individus étaient sur place également à Frampton lorsque ça s'est passé, selon notamment les accusations qui sont portées aujourd'hui. Par contre, la nature des accusations qui vont être portées aussi contre le deuxième individu, là, celui de 30 ans, qui est toujours détenu, ça pourrait nous permettre d'en savoir davantage. Aujourd'hui, donc, Dawson Cyr Léveillé a comparu au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Voici donc la procureure. Monsieur Cyr Léveillé a comparu cet après-midi là, pour 3 chefs d'accusation, 2 chefs d'incendie criminel et un chef d'avoir déchargé une arme à feu en direction d'un lieu. Le ministère public s'est objecté à la remise en liberté là, de monsieur sur 2 motifs. Le premier motif étant la dangerosité de monsieur, le fait que monsieur, là, s'il était remis en liberté, pouvait commettre de nouveaux crimes ou briser ses conditions. Et le deuxième motif là, est en lien avec l'administration de la justice, donc la confiance que le public pourrait accorder là, envers le système judiciaire si monsieur était remis en liberté. Donc, l'enquête sur remise en liberté a été reportée la semaine prochaine, mercredi prochain. Pour l'instant aussi, l'enquête qui se poursuit. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres développements, peut-être d'autres arrestations. On va suivre ça. Merci, Caroline. Et on poursuit avec un suivi d'un de tes reportages parce que mardi, tu nous parlais du cas d'un infirmier du centre de réadaptation de Lévis à qui l'employeur refusait la possibilité de se servir de ses vacances et d'utiliser pour devancer sa retraite. Eh bien, au lendemain de la publication de ton reportage, comme par hasard, l'employeur de Serge Gauthier a finalement mis une équipe sur le dossier pour trouver le personnel nécessaire pour le remplacer. On lui a annoncé du même coup qu'il ne va pas avoir à attendre au 16 juin et qu'il va pouvoir prendre sa retraite dans un peu plus d'une semaine, donc le 26 avril. Le syndicat considère que la forte mobilisation des autres employés qui se sont ralliés à leurs collègues a aussi un impact sur le dénouement. On est content qu'il y ait eu des gens sensés qui ont revisé leur position pour autoriser à monsieur de 37 ans de service de pouvoir quitter à la retraite. J'étais vraiment, vraiment heureux. On dirait qu'il ne croyait plus. Il était tellement déçu par la situation que je pense qu'il n'y avait pas vraiment espoir que ça se règle. Mais j'ai eu l'impression que ça n'arriverait plus. Quand l'employeur veut, on voit qu'il est capable de trouver des solutions rapidement. Maintenant, après la malchance de la pandémie et des difficultés à trouver sa clientèle, bien, ça va un peu mieux au Grand Marché de Québec. L'achalandage est en hausse, l'argent entre. Bon, un peu. Au moins, on arrête d'en perdre. Mais le trou financier est assez gros, ça agace les comptables. Le reportage de Mathieu Boivin. Dans le dossier du Grand Marché, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, c'est que les choses s'améliorent pour l'installation qui a ouvert ses portes en juin 2019. Plus de 900 000 personnes ont fréquenté le Grand Marché l'an dernier. C'est 6 de plus que l'année précédente. Et pour la première fois, le Grand Marché fait ses frais. Il a même dégagé un respectable profit d'exploitation de 183 000 en 2025. Entré en fonction il y a 3 mois, le nouveau directeur général, Alexandre Dupuis, 28 ans, se réjouit. Alors, on a eu un beau redressement financier aussi. On a été soutenu par l'accompagnement de la Ville aussi. Puis, je pense qu'il y a une bonne gestion du budget, effectivement. Puis, les revenus ont augmenté, donc revenus de location, revenus d'événements. Donc, je pense que ça fait vraiment le tour de les résultats financiers qu'on a eus. La commerçante Dominique Audette confirme que les choses vont très bien pour elle et de mieux en mieux pour le Grand Marché. Moi, tout est positif pour moi. Quand je suis arrivée ici, j'ai signé un bail de 3 ans. C'était ma première expérience comme propriétaire de magasin physique. Mais là, je viens de signer un bail. Est-ce que tu dirais que les choses vont aussi bien pour le Grand Marché qu'elles vont bien pour toi? Bien, tu sais, moi, je pense qu'on est toujours en train d'avancer. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir tant de monde que ça, mais oui, on a un beau roulement.
Maintenant, la moins bonne nouvelle, les états financiers 2025 du Grand Marché demeurent inquiétants aux yeux de l'auditeur indépendant. La firme comptable Mallette souligne, et je cite mot à mot, une incertitude significative liée à la continuité de l'exploitation. Compte tenu de l'accumulation de pertes d'exploitation de 1,2 million au cours des derniers exercices et d'un fonds de roulement négatif de 195 000 la capacité à réaliser ses actifs et à s'acquitter de ses dettes dépend d'un support continu de la Ville de Québec ainsi que de la capacité à maintenir la rentabilité de l'exploitation. Alexandre Dupuis, qui est le 6e directeur général différent depuis l'ouverture du Grand Marché, commente. Le 1,2 million, on commence à le rembourser, on commence à rembourser nos dettes. On est vraiment dans une position où est-ce qu'on peut voir le marché persister dans les années aussi. Donc, cette note-là, on l'a eu à nos états financiers depuis l'ouverture du Grand Marché. Donc, c'est sûr qu'on va encore l'avoir, mais le but, c'est éventuellement de pouvoir être assez autosuffisant financier puis aussi réduire cette dette-là pour ne plus avoir cette belle mention-là. Mais si le Grand Marché a besoin d'un soutien continu de la Ville de Québec, est-ce qu'un jour, on va être capable de vivre tout seul? Bien, je pense que la structure qu'on a du plan actuel fonctionne bien. Je pense que c'est plus juste, c'est plus équitable. Le repartage des dépenses, en fait, avec l'entretien de l'immeuble, en ce moment, on a un bon plan là, qui nous permet vraiment d'avoir justement ces résultats financiers-là. Donc, je pense qu'en ce moment, ça fonctionne bien, l'entente qu'on a avec la Ville. Oui. Dans Limoilou, Mathieu Boivin, pour Nouveau Info. On est habitué de rouler à droite sur le boulevard Laurier, Grande Allée, mais là, les voies de droite sont réservées de 6h à 21h. On vous en parlait hier. Il semble qu'on nous a annoncé ça le 30 janvier, mais c'était pas mal avant leur entrée en vigueur. Donc, il y a des gens qui sont pas trop sûrs de comment ça se passe. Pour en parler, notre collaboratrice Bianca Dussault. Bonsoir, Bianca. Bonsoir. Comment on prend des décisions comme celle qu'on a prise à la Ville d'ajouter des voies réservées sur un aussi gros laps de temps dans une journée? Mais là, premièrement, cette décision-là a été prise par le RTC. Ensuite, c'est vraiment le service du transport et de la mobilité intelligente qui a fait les études de circulation, de comptage. Ça veut dire qu'il s'installe à quelque part, il compte chaque voiture qui passe dans des moments de la journée différents, sur un laps de temps vraiment long et sur des journées différentes également dans la semaine. Il arrive à des conclusions. Par la suite, ces conclusions-là sont présentées aux élus responsables, puis ensuite est entérinées par le RTC et au comité exécutif de la Ville de Québec. Mais là, ce qu'on dit du côté de la Ville, c'est qu'on laisse des voies pendant les travaux. Sauf que concrètement, moi, dans ma petite Corolla, là, je peux pas la prendre, la voie réservée. Il faudrait que je prenne l'autobus. C'est pas pour tout le monde, les voies qui restent. C'est totalement joué sur les mots. Oui, il laisse la voie, il laisse de l'asphalte, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas dans le transport collectif, tu fais ton temps dans ton char. Tu n'as pas le choix parce que tu es pogné dans le trafic pendant que les autobus passent. En tout cas, je leur souhaite que les autobus soient pleins parce que de 6h à 21h, c'est tiré avec un bazooka. Là. Moi, je me souviens, en 2019, du temps que j'étais l'adjointe de M. Patrick Paquette, on avait justement eu cette problématique-là sur le boulevard Le Bourgneuf. Le boulevard Le Bourgneuf là, était mur à mur. Là. La voie de droite était absolument toujours réservée au transport collectif. Patrick Paquette avait justement demandé d'enlever cette voie réservée-là puis de la garder seulement sur les heures qui étaient là, de pointe, de 7h à 9h, puis de 16h à 18h. Ça avait été compliqué, ça avait été très difficile. Moi, je trouve qu'ils ont tiré avec un bazooka présentement sur une problématique qui n'existe pas encore. Ils ont créé une problématique. Puis en politique, je vais te dire quelque chose, c'est beaucoup plus difficile d'enlever des mesures que d'en rajouter. Donc là, quand on dit du côté de la Ville qu'on pourrait modifier ça, tu es un peu sceptique, étant donné qu'on les a mises en place déjà? On va pouvoir les modifier, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Puis ça va être la pression citoyenne, la pression politique, puis la pression médiatique qui va faire la différence. Parce que là, c'est bien beau de nous dire « Ah oui, on vous l'avait annoncé ». Ils ne sont pas sortis présentement sans vanter dans une Xème conférence de presse nous dire la même chose. C'était dans tout petit caractère, probablement à la 25e page, puis personne n'a rien vu. Oui, c'est ça, un peu comme dans les pubs de concessionnaires, les tout petits caractères. Exact. Merci beaucoup, Bianca. Merci. À bientôt. Salut. Maintenant, petite nouvelle du Festival d'été de Québec, Sean Paul, qui se désiste encore une fois, le chanteur jamaïcain qui évoque des circonstances imprévues. Il va être remplacé à la place Georges V par le rappeur canadien Bibinos le 10 juillet. Je rappelle que l'an dernier, le FEC avait aussi dû remplacer Sean Paul sur la même scène.
Au hockey maintenant, eh bien, les Remparts sont en vacances. Les Saguenayens ont balayé les quarts de finale en 4 matchs. Québec n'a pas été en mesure de relancer son attaque, complètement dominée par Chicoutimi, qui a remporté le dernier duel 5-0. Malgré la défaite, Maddox d'Agenais remporte le trophée Michael Bossy, qui est remis au meilleur espoir professionnel dans la LHJMQ. L'entraîneur des Diables Rouges, Éric Veilleux, lui, considère que le pointage ne reflète pas le déroulement du match. C'est comme ça qu'on voulait terminer notre saison? Non. Comme j'ai dit, j'ai adoré l'engagement qu'on avait en début de match jusqu'au 3e but. C'est des histoires comme à soir, ça reste aussi. Fait que les gars, ils vont s'en rappeler de celle-là, puis ils vont faire en sorte que ça n'arrive pas, ça c'est sûr. Puis je pense que le futur est beau à Québec. Et pour toutes vos nouvelles, nos chroniques, des vidéos, des infolettes, consultez le site web nouveau.info.